Alors qu'elle continue de chercher des moyens plus intelligents et plus efficaces pour faire face à la menace des drones russes, l'Ukraine vient de déployer quelque chose de nouveau. Quelque chose que même le Pentagone n'a pas encore produit, et que la Russie est impuissante à arrêter. Une plateforme aérienne de lancement de drones intercepteurs. Un avion utilitaire qui a subi d'importantes modifications, non pas pour tirer des missiles ou des bombes, mais pour lancer des drones en vol, lesquels traquent ensuite et détruisent tout véhicule aérien sans pilote ennemi dans leur ligne de mire. C'est une innovation remarquable, et elle a le potentiel de donner à l'Ukraine encore plus d'élan alors qu'elle progresse dans cette guerre. Et tout a commencé avec un avion simple fabriqué il y a plusieurs décennies. L'Antonov An-28. Ce n'est pas un avion de chasse sophistiqué ni un appareil d'attaque élaboré. C'est simplement un avion de transport à turbopropulseur bimoteur qui a effectué son premier vol en 1969 et a passé la majeure partie de son existence. Il a été utilisé soit comme avion de ligne court courrier, soit comme avion utilitaire pour transporter des personnes, du fret ou d'autres objets d'un point à un autre. Bien que près de 200 de ces avions aient été construits, à peine plus d'une douzaine restent encore opérationnels. Certains sont encore utilisés pour le service aérien en Russie, en Arménie et au Tadjikistan. Un petit nombre resterait également en service militaire en Géorgie, en Tanzanie et en Ukraine. La majorité des armées mondiales ne verrait guère d'intérêt dans un tel avion. Il est relativement vieux et petit, pas particulièrement rapide, et il n'a pas été conçu pour le combat. L'Ukraine, cependant, n'est pas comme la plupart des armées. Elle ne gaspille pas ses moyens. Elle ne met pas à la retraite les équipements anciens, uniquement en raison de leur âge ou de l'idée qu'ils ne valent plus grand-chose. Au lieu de cela, elle cherche de la valeur là où d'autres ne la verraient pas. Elle pense différemment, cherchant toujours des moyens de tirer le meilleur parti des véhicules et de l'équipement dont elle dispose. Elle établit la référence mondiale en tant que force militaire peut-être la plus ingénieuse de l'époque moderne, transformant sans effort des actifs sans valeur en innovations de classe mondiale. Elle agit ainsi non pas forcément parce qu'elle le veut, mais parce qu'elle y est obligée. Parce que l'Ukraine affronte un adversaire bien plus grand et disposant de ressources bien supérieures. La Russie dispose de plus de chars, de plus de véhicules blindés, de plus de missiles, de plus de bombes, de plus de drones et de plus d'hommes que l'Ukraine ne peut en rassembler. Et quand on affronte un adversaire de ce calibre, on ne peut pas se permettre de gaspiller quoi que ce soit. Il faut être ingénieux si l'on veut survivre. Ainsi, lorsque la plupart des pays regardent l'Antonov An-28, ils voient un vieux avion utilitaire ennuyeux. Quand l'Ukraine regarde l'Antonov An-28, elle y voit une mine d'or de potentiel inexploité. Ces ingénieurs comprennent qu'avec un peu de travail et quelques ajustements clés ici et là, il pourrait devenir une arme importante dans la lutte contre les essaims de drones russes. Ainsi, en février 2026, nous avons eu un premier aperçu de ce qu'un An-28 amélioré pouvait accomplir. Des images sont apparues sur la chaîne de télévision française TF1 montrant l'un de ces appareils lors d'une sortie de combat nocturne. Alors que la conception originale de l'An-28 n'incluait aucune arme ni armement, cet An-28 avait été équipé de sa propre mitrailleuse minigun M134 de 7,62 mm à 6 canons de type Gatling, montée sur la porte de la cabine. Cette mitrailleuse minigun, capable de tirer entre 3000 et 6000 coups par minute, soit entre 50 et 100 par seconde, a déjà fait ses preuves dans des applications aériennes. Elle était de série sur la AC-47 Spooky par exemple, ainsi que sur divers avions canons à tir latéral, mais elle a été historiquement utilisée pour frapper des cibles au sol. Cependant, dans la An-28, l'Ukraine avait un autre type de cible en tête, les drones russes, et il s'avère que c'est étonnamment efficace. Les images diffusées à la télévision française montraient que sous le cockpit de l'An-28, il y avait 115 silhouettes, peintes de drones d'attaque à longue portée Shahed ou de type Geran, chacune représentant une destruction confirmée. 2 des silhouettes étaient peintes en jaune, ce qui pourrait signifier un plus grand nombre de destructions. Et le reportage a révélé que l'An-28 et son équipage de 4 personnes avaient éliminé près de 150 drones au total au moment du tournage. Le reportage est également entré dans les détails sur le fonctionnement réel de l'appareil. Il a expliqué que l'équipage de l'A-28 est presque toujours en contact avec des équipes au sol de contrôleurs aériens, qui guident l'appareil vers les zones où des drones russes ont été repérés. Chaque membre de l'équipage a son propre rôle à jouer dans la détection et l'élimination de ces drones. Il y a, par exemple, l'opérateur de la caméra, qui est assis devant un écran infrarouge, regardant un flux direct provenant d'une caméra montée à l'extérieur de l'avion, scrutant le ciel environnant, à la recherche du moindre signe d'activité.
En plus du pilote, l'avion dispose également d'un artilleur, équipé de lunettes de vision nocturne et chargé de manœuvrer et de tirer avec la mitrailleuse sur tout drone présent dans la zone. Le rôle exact du quatrième et dernier membre d'équipage n'a pas été précisé, mais il pourrait être chargé de diverses tâches, comme dégager les éventuels blocages de la mitrailleuse, la recharger, ou soutenir les autres membres de l'équipage de différentes manières. Quoi qu'il en soit, ce qui est peut-être le plus impressionnant chez l'équipage, c'est qu'il ne s'agit pas de militaires de carrière avec des années d'expérience au combat derrière eux, mais de volontaires civils qui ont choisi de prendre les airs et de risquer leur vie pour défendre leur patrie. Et chaque décollage pourrait être leur dernier, car l'AN-28 n'a pas été conçu pour la guerre, et encore moins pour la guerre du XXIe siècle. Avec ses missiles hypersoniques et ses drones kamikazes capables d'éliminer de petits avions comme celui-ci en un clin d'œil. Il suffirait d'un seul missile de croisière russe ou d'un drone touchant la bonne zone pour envoyer cet avion en vrille vers le sol, et la Russie ne cesse de hausser les enjeux. Au début de l'année 2026 par exemple, des rapports font état des troupes du Kremlin, équipant leurs drones de nouveaux armements, notamment des systèmes de défense aérienne portables, des manpads et des missiles RR-60, les rendant encore plus meurtriers qu'auparavant. Les dernières vagues de drones sont également équipées de systèmes d'autoprotection, augmentant leur capacité de survie en vol. Mais la Russie n'est pas la seule à apporter des améliorations. L'Ukraine aussi améliore son équipement. L'ajout d'une mitrailleuse rotative n'était qu'un début. Désormais, la AN-28 a été transformée en une plateforme de drone intercepteur. Cela a été révélé dans une vidéo partagée en avril 2026 par le pilote ukrainien et bénévole Dimur Fatkulin, qui a l'habitude de présenter certaines des innovations aéronautiques les plus extraordinaires de l'Ukraine. La vidéo révèle qu'un AN-28 a été équipé de points d'emport sous les ailes, sur lesquels deux types différents de drones intercepteurs ont été montés, le Skyfall P-Hanson et le Merops AS-3 Surveyor. Le P-Hanson est l'un des drones intercepteurs les plus couramment utilisés et les plus efficaces de l'arsenal ukrainien. Il a une forme presque semblable à une balle, avec une cellule modulaire imprimée en 3D. Il peut atteindre des vitesses de croisière maximales d'environ 300 km/h, soit 185 miles/h. Mais il est capable de se déplacer beaucoup plus rapidement si nécessaire, avec une vitesse maximale d'environ 450 km/h, soit 280 miles/h. C'est largement assez rapide pour que cet intercepteur puisse rattraper et éliminer presque n'importe quel drone que la Russie peut déployer. En plus de cela, le P-Hanson est extrêmement peu coûteux à fabriquer. Chaque unité coûte environ 1000 $ et elles sont utilisées pour abattre des drones russes, valant 20 000, 30 000 ou même 50 000 $ à chaque fois. Skyfall affirme pouvoir produire jusqu'à 50 000 de ces intercepteurs chaque mois, ce qui serait un énorme atout pour les capacités défensives de l'Ukraine à l'avenir, surtout avec de nouvelles plateformes innovantes pour les lancer, comme l'AN-28 lui-même. L'autre drone aperçu sur l'avion était le Merops AS-3 Surveyor. Comme le P-Hanson LAS-3 est un autre petit drone relativement peu coûteux, conçu pour traquer et détruire d'autres drones en vol, les neutralisant avant qu'ils n'aient la chance de s'approcher de leur cible. Cependant, alors que le P-Hanson est l'une des options les plus compactes et économiques, destinées à éliminer certains des drones russes plus petits et moins chers, LAS-3 a été conçu pour des cibles légèrement plus difficiles. Il a été créé par l'entreprise basée en Californie Perennial Autonomy, anciennement connue sous le nom de Projet Eagle, et offre une portée opérationnelle allant jusqu'à 20 km, 12,5 miles, ainsi que la capacité d'atteindre des vitesses maximales d'environ 280 km/h, 175 miles/h. Il peut être piloté manuellement ou fonctionner de manière autonome, avec une intelligence artificielle guidant chacun de ses mouvements et des capteurs embarqués, aidant à l'identification et au suivi des cibles. Chaque unité transporte une ogive explosive de 2 kg, 4,4 livres, et peut neutraliser ses cibles soit en entrant directement en collision avec elles, soit en faisant exploser son ogive à proximité. L'Ukraine utilise les systèmes Merops depuis 2024. Certains de ces drones ont aussi été envoyés aux alliés des États-Unis et de l'OTAN, comme la Pologne et la Roumanie, lors de l'opération Sentinelle de l'Est pour renforcer les défenses du flanc oriental de l'Alliance. Selon l'armée américaine, chaque AS-3 coûte environ 15 000 $, bien que ce prix puisse être réduit à seulement 3 000 $ si la production est augmentée et optimisée. Cela rendrait encore plus facile et moins coûteux pour l'Ukraine d'équiper son A-28, de prendre les airs et d'abattre les drones russes un par un, sans dépenser des sommes colossales dans le processus.
Mais avant d'examiner comment exactement l'AN-28 déploie ses intercepteurs et les avantages uniques que cela apporte, il y a encore plus à découvrir. Donc, si The Military Show vous apporte quelque chose, n'oubliez pas de vous abonner. Maintenant, les images d'avril 2026 de l'AN-28 montrent les intercepteurs en action. Nous voyons l'équipage de l'avion repérer et confirmer la présence d'un drone hostile dans la zone avant de lancer l'un de leurs Pion Sons. L'intercepteur fonce instantanément vers sa cible, explosant à proximité pour l'abattre en plein vol, le tout en quelques secondes. Fat Kulin, le pilote qui a mis en ligne la vidéo, confirme dans la légende que les intercepteurs Pion Son, lancés depuis des avions, se sont déjà révélés efficaces dans des conditions de combat réelles. Il précise: nous avons aussi testé d'autres drones intercepteurs lors de vols d'entraînement. On pourrait parler d'un missile air-air économique. Fat Kulin note également qu'en avril, l'AN-28 a abattu 222 drones russes grâce à sa mitrailleuse et qu'il a désormais le potentiel d'en détruire des centaines d'autres grâce à cette modification cruciale. Parce que la capacité de lancer des drones depuis un avion est extrêmement avantageuse pour l'Ukraine à bien des égards, à plus d'un titre. Premièrement, l'AN-28 est capable d'amener les intercepteurs beaucoup plus près de leur cible qu'ils ne le seraient habituellement. Habituellement, ces types de drones devraient être lancés depuis le sol, devant d'abord passer du temps à s'élever à plusieurs milliers de pieds dans le ciel pour atteindre le même niveau que leur cible. Et quand vous essayez d'intercepter des UAV relativement petits, se déplaçant à des centaines de kilomètres par heure, le temps presse. Chaque seconde compte. Donc, plus vous pouvez gagner de temps, plus vos intercepteurs seront efficaces. C'est pourquoi les lancements aériens sont importants. En utilisant les données fournies par les équipes de contrôleurs aériens au sol, l'équipage de l'AN-28 peut se rendre dans les zones où des drones russes ont été aperçus et lancer des intercepteurs d'aussi près que possible. Une fois qu'ils sont largués depuis le point d'emport de l'AN-28, ces drones peuvent n'avoir besoin de passer que quelques secondes dans les airs avant d'entrer en collision avec les drones ennemis. Le deuxième grand avantage, c'est l'autonomie en vol. Les drones intercepteurs sont souvent rapides, bon marché et efficaces pour infliger des dégâts à tout ce qui se trouve sur leur trajectoire, mais ils ne sont pas très performants en termes d'endurance. Beaucoup ne peuvent rester en l'air que quelques minutes, parcourant de courtes distances avant de manquer d'énergie. Cela signifie qu'il n'est pas envisageable pour l'Ukraine de simplement lancer ses intercepteurs et de les laisser planer dans les airs, en stationnaire pendant des minutes ou des heures, à attendre et surveiller l'arrivée de tout drone ennemi dans la zone, puis d'intervenir au bon moment pour les neutraliser. Ils ne peuvent les lancer que lorsqu'ils sont certains que l'ennemi opère dans la zone, et dès qu'un drone décolle, un compte à rebours démarre rapidement, ne laissant à l'intercepteur qu'un court laps de temps pour repérer, verrouiller et rattraper sa cible. La AN-28 est une toute autre affaire. Ce n'est pas un drone bon marché, mais un avion utilitaire avec de grands réservoirs de carburant pour des vols assez longs. Il peut rester en l'air des heures, ce qui lui permet de patrouiller contre les drones à des points stratégiques. L'Ukraine peut déployer un AN-28 au-dessus d'infrastructures importantes, par exemple, où il peut passer un long moment à surveiller les environs, prêt à intervenir au moindre signe de danger, offrant ainsi une dissuasion solide contre l'agression russe. Un autre avantage d'un système comme celui-ci est la grande variété d'armes dont il peut être équipé. Même si la AN-28 n'a jamais été conçue à l'origine pour le combat, l'Ukraine a apporté les modifications nécessaires pour en faire une plateforme d'interception de drones aéroportés, avec plusieurs points d'emport, qui pourraient être utilisés pour transporter différents types de drones, de canons et peut-être même des roquettes, ce qui permettrait aux forces de Kiev de contrer plus efficacement un éventail plus large de menaces ennemies. En d'autres termes, même si la Russie réduit sa dépendance aux drones Shahed et passe à des drones de taille, de vitesse ou de modes opératoires différents, l'Ukraine devrait, en théorie, être capable de les neutraliser en continu. Le AN-28 a également un avantage distinct par rapport aux autres avions, ce qui le rend parfaitement adapté à ce type de mission. Sa capacité de décollage et d'atterrissage court, appelée STOL. Il peut donc utiliser des pistes très courtes, des terrains non préparés ou de petits espaces, nécessitant beaucoup moins de distance pour décoller et atterrir que les avions classiques. C'est important, car lorsque l'Ukraine doit faire face à des menaces de drones russes sur l'ensemble de son territoire, elle n'a pas toujours le luxe de pouvoir utiliser de vastes aéroports et aérodromes dotés de longues pistes. Au lieu de cela, elle doit régulièrement tirer parti d'espaces de décollage simples et courts, ainsi que de pistes d'atterrissage de fortune, et elle a besoin d'avions capables de fonctionner avec ce type de contraintes. Heureusement,
l'A-28 en est capable. Et il est appelé à devenir un atout encore plus précieux pour l'Ukraine dans les mois à venir, alors que les usines de production russes commencent à fabriquer des drones en quantité de plus en plus importante. Elles ont déjà atteint des cadences d'environ 5000 drones Shahed ou Gerin chaque mois, avec des projets pour presque tripler ce chiffre. L'Ukraine ne peut pas utiliser des moyens conventionnels pour contrer autant de drones. Il est illogique d'utiliser des missiles de défense aérienne coûtant $1 million pour détruire des drones fabriqués en masse pour $1000 ou moins. Au lieu de cela, les défenseurs de Kiev ont dû trouver des méthodes alternatives pour lutter contre la menace des drones. C'est grâce à cela qu'ils ont pu développer l'un des réseaux de défense aérienne les plus puissants, intégrés et multicouches au monde. Composé des radars habituels, de batteries de missiles de défense aérienne, mais aussi de nombreuses options plus économiques et efficaces, telles que des unités mobiles au sol, des tourelles pilotées par IA, des armes à énergie dirigée et des drones intercepteurs. En effet, l'importance des intercepteurs ne cesse de croître chaque jour, car ils s'avèrent peut-être être le choix le plus rentable pour neutraliser les drones de Moscou. Ils n'ont peut-être pas les ogives massives, ni le guidage précis des missiles solaires de classe mondiale, mais ils n'en ont pas besoin. Au final, leur unique objectif est d'abattre d'autres drones, et ils y sont remarquablement parvenus jusqu'à présent. Ils coûtent bien moins cher que les défenses aériennes classiques, sont plus simples à produire et à déployer massivement, permettant ainsi de couvrir de plus grandes zones. Cela permet ainsi à l'Ukraine de garder en réserve ses missiles haut de gamme, plus coûteux, et de ne les utiliser qu'en cas de besoin, par exemple pour riposter contre des missiles ou des avions ennemis. Compte tenu de tout cela, il n'est guère surprenant que Kiev accorde une grande importance à l'expansion et la diversification de sa flotte de drones intercepteurs, en déployant une gamme de modèles de plus en plus variés, chacun avec ses propres spécifications techniques et capacités. Du P-Onson et Strela, qui ressemblent à des balles, au 08 de type quadrirotor, qui utilise une intelligence artificielle avancée pour traquer et détruire les drones Shahed sans aucun besoin de pilotage manuel. Grâce à des innovations comme la AN-28, l'Ukraine diversifie également les façons d'utiliser ces drones, ne les déployant plus exclusivement depuis le sol, mais aussi en plein vol. On imagine facilement comment l'armée du pays pourrait aller encore plus loin avec ce concept. Et elle utilise déjà des drones mers, capables de transporter et déployer des drones plus petits en zone contestée, et pourrait modifier d'autres appareils, comme des hélicoptères de transport ou des avions d'entraînement Yakovlev Yak-52, pour qu'ils transportent et lancent des modèles tels que les P-Onsons et les Merops AS-3 à l'avenir. On rapporte déjà que les avions légers et les hélicoptères sont responsables de la destruction de jusqu'à 12% de tous les drones russes. S'ils étaient équipés de leurs propres essaims de mini-intercepteurs, ce chiffre augmenterait inévitablement. Il reste à voir jusqu'où l'Ukraine poussera cette idée, mais la N-28 est une preuve évidente que cela fonctionne. Ce qui semblait autrefois être un vieil avion banal et totalement inoffensif a été transformé en une plateforme de lancement de drones destructrices, un autre nœud puissant dans le réseau de défense aérienne de plus en plus complexe qui protège le ciel, les civils et les infrastructures de l'Ukraine. Un autre signe de la capacité extraordinaire du pays à voir ce que les autres ne voient pas, à faire ce que les autres n'imagineraient même pas, et à innover de manière aussi surprenante qu'efficace, gagnant ainsi ses petits avantages mais essentiels sur son adversaire. Avec des radars de pointe scrutant son ciel et de vastes stocks de missiles ultra rapides, et d'une grande précision prêts à intercepter toute menace ennemie osant pénétrer son espace aérien, la Russie pensait être en sécurité. Elle avait tort. Après des années d'efforts soutenus, l'Ukraine a démantelé le réseau de défense aérienne du Kremlin. Ces attaques ciblées ont créé des brèches permettant aux drones et missiles de passer, privant ainsi les moyens et les infrastructures russes de leur protection. Des sites autrefois protégés sont aujourd'hui vulnérables, avec des lieux à travers le pays qui explosent et s'enflamment sous les attaques ukrainiennes. Plus les défenses aériennes russes s'affaiblissent, plus les frappes ukrainiennes deviennent dévastatrices, plongeant le président russe Vladimir Poutine dans un gouffre encore plus sombre dont il pourrait ne jamais s'échapper. Il a fallu beaucoup de temps pour en arriver à ce stade. L'Ukraine a commencé à cibler les défenses aériennes russes dès 2022 pendant la première année de la guerre. Mais elle a eu du mal à planifier et à exécuter ce type d'attaque avec une réelle fréquence ou régularité, car elle était trop occupée à défendre ses territoires en première ligne et à repousser l'agression incessante de la Russie. Mais au fil des années, l'intensité initiale de la guerre a commencé à retomber quelque peu, et l'Ukraine a trouvé ses marques. Son industrie de défense nationale s'est renforcée, avec des entreprises développant une gamme croissante et dévastatrice de drones et missiles. Ces stratégies se sont améliorées.
les commandants de Kiev trouvant sans cesse des moyens de surprendre et déjouer leurs ennemis. Ainsi, au fil des années, des rapports ont commencé à émerger lentement, mais sûrement concernant de plus en plus d'attaques contre les moyens de défense aérienne russes, comme les systèmes radars et les plateformes de lancement de missiles, parfois évalués à des millions, voire des milliards de dollars. Au début, ces attaques étaient importantes et avaient un impact, mais elles n'avaient pas forcément beaucoup d'importance à long terme, car la Russie disposait de nombreuses réserves de systèmes de défense aérienne, et pouvait facilement remplacer ceux qui avaient été perdus ou endommagés par d'autres systèmes. Avec le temps et la hausse des pertes, les réserves russes ont diminué, et ses commandants ont affronté des problèmes croissants, avec plus d'angles morts et de failles dans la défense sur leur vaste territoire. L'Ukraine, de son côté, a continué d'intensifier ses efforts, menant des attaques de plus en plus nombreuses au fil des années. 2025 par exemple, a été une année record pour l'Ukraine en termes de dégâts et de destruction infligées aux défenses aériennes russes. En s'appuyant principalement sur des drones longue portée, les forces armées ukrainiennes ont pu infliger aux moyens ennemis des dégâts estimés à 4 milliards de dollars. Ils ont ainsi anéanti des centres logistiques, des réseaux de radars et des batteries anti-aériennes, non seulement dans les zones de front et territoires occupés, mais aussi dans des régions au cœur de la Russie, à des centaines de kilomètres des combats. Dans un communiqué publié début 2026, le service de sécurité d'Ukraine, le SBU, a résumé les effets de ces attaques en écrivant « Ces opérations ont eu un effet systémique. Elles ont créé des corridors dans la défense aérienne russe, permettant aux drones ukrainiens de longue portée de pénétrer en profondeur et de frapper bases militaires, dépôts de munitions, aérodromes et autres cibles stratégiques. Et lorsque l'année 2025 s'est terminée, l'Ukraine n'a pas relâché la pression. Elle a accentué son avantage. Début 2026, elle a lancé de nombreuses attaques contre les défenses aériennes russes, paralysant davantage la capacité du pays à se défendre et remettant en cause les affirmations du Kremlin sur ses systèmes de défense parmi les meilleurs au monde. En janvier par exemple, un radar 9S-3 de main, qui fait partie du système de défense aérienne S-300 Phi de la Russie, a été détruit. En janvier, les forces ukrainiennes ont frappé le champ d'essai interarmé central d'État de Kapustiniar, dans la région d'Astrakhan en Russie, avec des dégâts confirmés sur une installation où des missiles balistiques étaient assemblés, entretenus et testés. En mars, l'Ukraine a célébré d'autres frappes réussies contre des équipements de défense aérienne, comme un lanceur mobile russe, S-400, Triumph, et un système de défense aérienne, Buk M3. Ce ne sont là que quelques exemples, les registres montrant que l'Ukraine a mené plus de 40 frappes confirmées, rien que pendant le premier trimestre de 2026. Cela comprenait 25 frappes contre des systèmes radars et 19 autres contre des plateformes de lancement. Voici la liste complète des plateformes de lancement détruites par l'Ukraine pendant cette période, selon l'analyste en renseignement de sources ouvertes Clément Molin. 6 systèmes Buk, y compris des lanceurs et des véhicules transporteurs chargeurs, des variantes, Buk M1, M2 et M3. 5 systèmes Tor, comprenant à la fois les variantes classiques Tor M1 et M2, ainsi que le rare Tor M2, d'été arctique, spécialement conçu pour résister à des températures extrêmement basses et fonctionner dans des conditions arctiques. 5 systèmes Pantsir à canon et missiles à courte portée, comprenant les variantes S1 et S2. L'un de ces systèmes a été détruit par un drone ukrainien. FP-2, lourd, transportant une ogive impressionnante de 100 kg soit 220 livres. Il est également important de noter que l'un des Pantsir détruits par l'Ukraine était un modèle unique, jamais vu auparavant en combat, et monté sur un châssis biélorusse, MZKT 7930. 2 systèmes OSA ont également été détruits. Ils valent plus de 10 millions de dollars chacun, mais ont été détruits par certains des drones les moins chers de l'arsenal ukrainien, rappelant ainsi la rentabilité des drones de Kiev. En plus de toutes les cibles mentionnées précédemment, l'Ukraine a également réussi à détruire au moins un des systèmes S-300 de la Russie, plusieurs lanceurs S-400, des systèmes côtiers comme les lanceurs de missiles Bastion, ainsi que d'autres systèmes russes à courte portée comme le Tunguska et le Streladix. Pris séparément, chacun de ces systèmes n'a sans doute pas autant d'importance. Les commandants russes ne seraient pas trop perturbés de perdre parfois une plateforme de lancement. Mais quand des dizaines sont régulièrement ciblées et détruites, cela devient un problème sérieux que le Kremlin ne peut plus ignorer, souligne l'expert en défense Thomas Nagy. Si vous accumulez un nombre suffisant de succès tactiques, cela devient déjà très pertinent au niveau opérationnel.
Et ce ne sont que les plateformes de lancement. Molin et d'autres analystes du renseignement de sources ouvertes ont également trouvé des preuves soutenant la destruction de 25 systèmes radars différents au cours des premiers mois de 2026 y compris, les 92 N6A et 92 N6E, qui servent en fait Dieu au système de défense aérienne S-400. Les radars rares 9S15 Imbir et 9S32 Main-2 utilisés dans le système S300V ont également été neutralisés. Et il en va de même pour les radars du système S350 Vityaz, comme le radar multifonction 50N6E. La Russie a également subi la perte de plusieurs systèmes coûteux de la famille des radars Nebo, comme le 55ZH6U Nebo-U et le 1L119 Nebo-SVU, qui est évalué à 100 millions de dollars, ainsi que les systèmes de radars basse altitude Podlet et Casta 2E2. Plusieurs radars d'alerte précoce et anti-drone ont également été détruits, comme le P182, Prima le P18, Terek et le Soka-2, ainsi que des systèmes de contrôle du trafic aérien, tels que le RSPDX. Certains radars et plateformes de défense aérienne datent de l'époque soviétique, d'autres sont récents, et beaucoup figurent parmi les meilleures options de la Russie pour protéger son espace aérien et ses infrastructures. Mais ils sont systématiquement rayés de la carte, et il semble que la Russie puisse faire très peu de choses à ce sujet. Malgré toute la propagande du Kremlin et ses affirmations vantardes au sujet de systèmes comme le S-400 et le Buk M3, aucune de ces plateformes ne semble suffisamment fiable ou résistante pour résister aux attaques de drones ukrainiens. Et plus l'Ukraine en détruit, plus son avantage grandit. Nagui décrit cela comme un effet gruyère, en déclarant « Vous avez un fromage très solide, mais il y a des trous à l'intérieur. C'est à cela que ressemble actuellement le système de défense aérienne russe. » Les Ukrainiens veulent évidemment que ces trous s'agrandissent. Pour illustrer ce point, lorsque l'Ukraine détruit quelques systèmes comme les Tor M2 par exemple, cela crée une brèche physique dans le réseau de défense aérienne russe, d'un diamètre allant de 30 à 60 miles, soit de 50 à 100 km. C'est une immense portion de territoire soudainement laissée sans protection, permettant littéralement à des centaines de drones ukrainiens de frappe à moyenne et longue portée de passer et de pénétrer l'espace aérien ennemi, avec pratiquement aucun risque d'être détecté ou abattu pendant l'opération. Une brèche isolée ne poserait pas problème si le reste du réseau de défense aérienne reste solide. Mais les statistiques montrent qu'il ne s'agit pas seulement d'une ou deux brèches. L'Ukraine ouvre des dizaines de brèches dans le réseau russe chaque mois qui passe, et si elle parvient à maintenir, voire à accélérer ce rythme, les conséquences seront dévastatrices, comme le souligne Nagui. Si les Ukrainiens arrivent à frapper et endommager 40 systèmes par mois, c'est énorme. Les Russes ne peuvent rien y faire, cela représente 500 par an, ce qui est considérable. Aucun pays ne peut y faire face. Et la Russie a déjà énormément de mal à faire face, recourant à des mesures désespérées pour combler les failles dans ses défenses. Mais petite parenthèse, si c'est le genre d'analyse que vous voulez voir plus souvent, assurez-vous d'être abonné à The Military Show. On explique tout comme ça chaque semaine. Au début de la guerre, la perte d'un système de défense aérienne par la Russie n'était pas grave, car de nombreux autres pouvaient être déployés en remplacement. Aujourd'hui, c'est une toute autre histoire. Avec de moins en moins de moyens à sa disposition, le Kremlin n'est plus en mesure de défendre toutes les zones qu'il souhaite, et doit désormais donner la priorité aux endroits les plus importants, et sacrifier certaines zones lorsqu'il repositionne ses moyens de défense. Le pays subit une pression si intense à cause des attaques de l'Ukraine que, il y a eu des rapports faisant état du retrait par la Russie de plusieurs systèmes radars Castor 2E2 à basse altitude de sa frontière avec la Finlande, un pays membre de l'OTAN, afin de combler certaines brèches plus proches des lignes de front en Ukraine. Même les responsables russes ont dû admettre que les défenses aériennes du pays ne suffisent plus à protéger toute la nation. Avec le député de la Douma d'État, Andrei Gourilyov, qui a déclaré que la Russie ne peut pas maintenir un bouclier continu, mais doit plutôt allouer ses ressources limitées à la protection des plus grandes villes et des infrastructures critiques les plus importantes. Cela signifie que certaines zones sont désormais complètement exposées, et l'Ukraine se prépare à en profiter pleinement. Elle se prépare à d'énormes améliorations de ses capacités aériennes, comme l'arrivée de 4 chasseurs Mirage 2005 de génération 4++ en provenance de France. Équipés d'une technologie avionique avancée, ces avions affichent un taux de réussite de 98% pour intercepter les missiles de croisière russes et les drones d'attaque Shahed. Ils sont également capables d'infliger d'importants dégâts aux équipements ennemis grâce à leurs bombes guidées AASM Hammer ou leurs missiles Storm Shadow embarqués.
Il est également prévu que l'armée de l'air ukrainienne intègre bientôt le chasseur multirôle supersonique GIS-39 Gripen en provenance de Suède. Chasseur exceptionnellement flexible, le Gripen est capable de décoller depuis de courtes pistes et peut être ravitaillé et réarmé entre 2 missions en seulement 15 minutes, ce qui lui permet de repartir rapidement et d'enchaîner les opérations avec un temps d'immobilisation minimal. En ce qui concerne les capacités offensives, le Gripen peut emporter des missiles météores ayant une portée maximale allant jusqu'à 200 km, soit 125 miles. Cela devrait aider à repousser les avions russes loin du front et ouvrir davantage de passages pour de futures frappes ukrainiennes en profondeur. Plus l'Ukraine pourra infliger de dégâts aux défenses aériennes russes aujourd'hui, plus ce type d'appareil sera efficace demain. Mais l'Ukraine n'attend pas les bras croisés. Elle utilise déjà les armes dont elle dispose dans son arsenal pour exploiter les faiblesses du réseau de défense aérienne ennemi et infliger de sérieux dégâts au passage. Tout au long du premier trimestre 2026, il y a eu des rapports confirmés de frappes en profondeur dévastatrices sur de nombreuses usines militaires russes, des bases et des dépôts de munitions. En janvier, par exemple, l'Ukraine a frappé l'un des plus grands dépôts de munitions de la Russie, situé à plus de 550 miles, soit 900 km de la frontière ukrainienne, dans la région de Kostroma. Là-bas, non loin de la ville de Neja, des drones ukrainiens ont ciblé le 100e arsenal du Gros, et des images satellites du site ont montré de nombreux incendies actifs et des traces d'explosions dans les heures et les jours qui ont suivi. Cette installation a la capacité de stocker jusqu'à 150 000 tonnes de munitions, et il est probable que des milliers de tonnes aient été anéanties lors de l'attaque. En février, l'Ukraine a frappé de nouveau, cette fois en visant l'usine de Votkinsk. Profitant pleinement de couloirs aériens dégagés s'étendant sur plus de 1300 km à l'intérieur de la Russie, les missiles Flamingo à longue portée ukrainiens ont frappé cette usine de missiles balistiques, responsable de la production de certaines des armes les plus rapides et les plus puissantes de l'arsenal du Kremlin, comme les nouveaux missiles hypersoniques Oreshnik et les missiles RSM-56 Bulava lancés depuis des sous-marins. En mars, la Russie a de nouveau ressenti toute la puissance de feu de l'Ukraine. Cette fois, la cible était l'usine de microélectronique Kremny-El, située dans la région de Bryansk, en Russie. 7 missiles Storm Shadow ont frappé l'usine, qui est l'une des plus grandes et des plus importantes installations pour la production de puces nécessaires aux missiles Iskander, et même à certains systèmes de défense aérienne S-400. Ainsi, cette attaque a réussi à porter un coup sérieux aux capacités offensives et défensives de la Russie en une seule fois. Ce ne sont là encore que quelques exemples. L'Ukraine a aussi mené de nombreuses attaques en Russie, ciblant ports pétroliers, raffineries, oléoducs et centres logistiques. Toutes ces attaques s'additionnent, et le fait que l'Ukraine continue d'affaiblir aussi activement les défenses de la Russie est particulièrement important. Chaque fois qu'elle détruit un stock ou force une usine de production de missiles à fermer, elle réduit au minimum les capacités du Kremlin à se défendre. Pendant ce temps, la destruction des radars et des plateformes de lancement ouvre davantage de brèches, de corridors, de passages pour les drones, les missiles Flamingo et d'autres armes aériennes destructrices, acculant la Russie dans une impasse. En même temps, il serait faux de dire que les défenses aériennes de la Russie ont été complètement anéanties. C'est la Russie, la plus grande nation du monde et l'une des plus grandes armées du monde. Un pays engagé dans cette guerre avec des milliers de chars, des dizaines de milliers de blindés, et de nombreux radars et défenses aériennes. Elle n'a pas perdu toutes ses défenses. En effet, un rapport de l'Institut royal des services unis, RUSI, confirme que la structure monolithique de la Russie et le grand nombre d'entités subordonnées garantissent que le pays possède toujours un réseau de défense aérienne et antimissiles dense et relativement sophistiqué. Elle dispose d'usines qui continuent de produire de nouveaux systèmes et munitions. Et malgré les nombreux succès de l'Ukraine, il existe aussi des cas où les systèmes russes parviennent à abattre les drones et missiles ennemis avant qu'ils n'aient la chance d'atteindre leur cible. Mais l'Ukraine s'adapte aussi à cela. Par exemple, elle a désormais tendance à mener ses attaques en lançant d'abord des essaims de drones conçus pour saturer les défenses aériennes ennemies et encombrer leurs écrans radars, avant que les missiles de croisière ne suivent derrière, passant sans être interceptés et infligeant des dégâts colossaux à l'impact. Et comme l'Ukraine a développé une industrie de production de drones aussi efficace, elle peut fabriquer les véhicules aériens sans pilote, dont elle a besoin en grande quantité, sans avoir à dépenser une fortune pour cela. De plus,
Même si le réseau de défense aérienne de la Russie conserve encore une certaine capacité, il s'affaiblit indéniablement, et pas seulement à cause des frappes ukrainiennes, mais aussi à cause des sanctions. Le même rapport du Russie note que la Russie dépend fortement de composants occidentaux, comme des circuits imprimés d'une entreprise américaine appelée Rogers Corporation, pour fabriquer certains de ses équipements de défense aérienne les plus importants, comme les radars à réseau phasé que l'on retrouve dans les systèmes S-500. Les ingénieurs russes utilisent aussi des logiciels occidentaux, tels qu'Altium Designer et AN6, pour développer et simuler des systèmes de défense. Les sanctions imposées à la Russie par le monde occidental rendent plus difficile pour Moscou d'acquérir ces composants et d'accéder à ces logiciels. Plus le temps passe, plus cela deviendra difficile. Et il se peut qu'on atteigne un point où les entreprises de défense russes ne soient tout simplement plus capables de fonctionner comme auparavant, avec des niveaux de production qui s'effondrent, et moins de missiles, de radars et de plateformes de défense sortant des chaînes de production. L'Ukraine paraît tout à fait prête, capable et désireuse de continuer à exploiter son avantage, sans laisser aux Russes aucun répit. Ils ne cessent de faire monter les enchères. Et si l'Ukraine peut maintenir le rythme ou même augmenter la fréquence de ses attaques contre les défenses aériennes ennemies, il n'y a absolument aucun moyen pour la Russie de suivre. Sur le long terme, l'Ukraine pourra continuer à porter la guerre sur le territoire russe, au détriment surtout des entreprises de défense du pays. Les Russes ordinaires subissent aussi la pression, alors que drones et missiles traversent le ciel, détruisant peu à peu l'infrastructure militaire et pétrolière du pays. Et avec moins de défense pour protéger leurs actifs et sites les plus précieux, les commandants du Kremlin devront choisir quels endroits protéger et lesquels simplement abandonner. La Russie devait non seulement gagner cette guerre, mais cela semblait inévitable. Plus de troupes, de puissance de feu, de tout. Et même maintenant, Moscou raconte toujours la même histoire, que l'Ukraine finira par céder. Mais c'est un mythe, et l'Ukraine est en train de le démanteler. Alors que la guerre impitoyable de la Russie contre l'Ukraine fait rage dans sa 5e année, sans qu'on voit encore la fin, les responsables du Kremlin s'accrochent désespérément à l'idée que leur victoire est toute proche. Ils pensent que s'ils continuent à croire en cette idée et à diffuser ce récit, cela finira par se réaliser. Vladimir Poutine a promis de poursuivre le combat à tout prix, restant déterminé à prendre le Donbass et à atteindre les objectifs initiaux de la soi-disant opération militaire spéciale, lancée il y a longtemps. Au premier stade de la guerre, ce genre d'affirmation ne semblait pas du tout irréaliste, car la Russie avait presque tous les avantages. Elle avait la plus grande armée, une économie plus forte, la puissance, les munitions, les approvisionnements. Et même si la guerre est imprévisible, lorsqu'il y a un tel écart entre un camp et l'autre, il sera toujours difficile pour la force la plus faible de résister à l'assaut de son adversaire. Au fil du temps, il semblait logique et presque certain que les défenses de l'Ukraine s'épuiseraient, que la Russie gagnerait progressivement le terrain dont elle avait besoin. Et c'est exactement ce qui semblait se passer. Oui, l'Ukraine s'est révélée bien plus difficile à vaincre que quiconque, surtout la Russie, ne l'avait jamais imaginé. Mais elle s'épuisait. Même lorsqu'elle trouvait des moyens de se retrancher, ou même de riposter contre son ennemi avec des drones et des missiles, elle continuait à perdre du terrain. La Russie continuait à progresser, même si c'était à un rythme d'escargot. Et même lorsque le Kremlin a commencé à perdre des dizaines de milliers de soldats chaque mois, il a quand même trouvé des moyens d'en recruter tout autant, voire plus, pour les remplacer. Pendant un certain temps, la guerre a semblé impossible à gagner pour l'Ukraine. Ses forces faisaient un travail extraordinaire pour prolonger le conflit, frappant là où la Russie était la plus vulnérable et tenant les positions les plus importantes, retardant la prise de villes clés comme Pokrovsk dans la région de Donetsk. Les sanctions occidentales faisaient également leur effet. La Russie était isolée, affaiblie. Son économie commençait à s'effondrer et ses pertes augmentaient de jour en jour. Pourtant, sa machine de guerre avançait toujours. Ses forces parvenaient encore à conquérir quelques parcelles et poches de territoire. Ce n'était pas grand-chose, mais cela finissait par compter. Alors que la Russie semblait disposer d'un approvisionnement presque infini d'hommes pour renforcer ses rangs, allant jusqu'à sortir des détenus pour les envoyer au front, l'Ukraine n'avait pas des effectifs aussi solides. Ainsi, une victoire russe inévitable continuait de sembler être l'issue la plus probable. Mais en 2025, quelque chose a commencé à changer. Et ce changement s'est poursuivi en 2026. Et maintenant, tout à coup, une victoire russe semble de moins en moins probable. En fait, c'est même tout le contraire. Une défaite humiliante du Kremlin devient en réalité un scénario de plus en plus plausible. Voici pourquoi, à travers 4 raisons principales. D'abord, parlons du territoire. Cela a longtemps été, sans doute, la manière la plus efficace de mesurer l'évolution de la guerre pour les deux camps, et de savoir lequel, le cas échéant, prend l'avantage.
Au début, la Russie a fait d'importants gains. Ses forces ont balayé le territoire ukrainien, s'emparant de vastes parties du pays, et se sont même rapprochées de la capitale Kiev, avant que l'Ukraine ne commence à riposter et à repousser l'ennemi. Depuis lors, il y a eu beaucoup d'allers-retours dans des régions clés. Mais la Russie, dans l'ensemble, a continué à s'emparer de nouveaux pans de territoire chaque mois qui passe. En 2025 cependant, ces avancées, qui étaient déjà remarquablement lentes, sont devenues extrêmement lentes. Elle n'a fait aucune percée majeure et capturé très peu de villes, ses gains étant coûteux. L'Ukraine a remarquablement tenu ses positions, utilisant des stratégies d'appât et d'épuisement pour attirer les groupes d'assaut russes dans des zones ciblées, puis les pilonner avec drones et artillerie, limitant ainsi pertes territoriales et pertes propres. Grâce à cela, au cours de toute l'année 2025, la Russie a gagné moins de 1% du territoire ukrainien. Au début de l'année 2026, ces gains sont devenus encore plus faibles. Les données de l'Institut pour l'étude de la guerre, l'une des organisations de recherche les plus fiables qui suit le conflit depuis le début, montrent qu'au début de 2026, la Russie gagnait plus de 500 km² de terrain chaque mois, à plusieurs reprises. En février 2026 cependant, elle n'a capturé que 130 km² de terrain. Ce même mois, pour la première fois depuis des années, l'Ukraine a réussi à regagner plus de territoire qu'elle n'en a perdu. Si l'Ukraine parvient à répéter cet exploit à l'avenir, elle ne fera pas que prolonger cette guerre dans une situation de statu quo. Elle repoussera activement les troupes russes hors de son territoire, renverra la machine de guerre de Poutine à la case départ, annulera des années d'efforts et rendra vaines des centaines de milliers de pertes subies par le Kremlin au passage. Même si l'Ukraine n'arrive pas toujours à réaliser ce genre de progrès, le fait est que les troupes russes avancent à peine en ce moment. Ils sont littéralement embourbés, avançant plus lentement que presque toute force majeure dans un conflit depuis 100 ans, même depuis la Première Guerre mondiale. À titre de comparaison, l'Ukraine contrôle encore environ 6500 km² dans le Donbass. Supposons que la Russie gagne environ 130 km² de ce territoire par mois. Il faudrait encore plusieurs années de guerre d'usure, longues et coûteuses, rien que pour enfin prendre le contrôle de cette région en particulier. Et il restera encore d'innombrables kilomètres de l'Ukraine à conquérir. Maintenant, la deuxième grande raison pour laquelle une victoire russe devient plus évitable qu'inévitable concerne les gens. La Russie a subi de lourdes pertes humaines pendant cette guerre. Malgré des estimations variables, beaucoup s'accordent sur plus d'1 million de pertes russes à ce stade. En grande partie à cause des tactiques presque suicidaires du pays qui consistent à envoyer d'innombrables hommes dans le broyeur de la ligne de front sans formation adéquate, sans équipement, ni même aucune protection pour les défendre. Alors que son rythme de progression territoriale a ralenti, son taux de perte a considérablement augmenté au fil de la guerre, au point qu'elle perdait régulièrement des dizaines de milliers de soldats chaque mois, tout au long de 2025 et même en 2026. La plupart des armées sur Terre trouveraient absolument impossible de faire face à un tel niveau de perte. Mais pendant longtemps, la Russie a miraculeusement réussi à le faire. Après tout, il s'agit du plus grand pays de la planète, qui compte plus de 140 millions d'habitants. Même après des dizaines de milliers de morts ou blessés en Ukraine, la Russie a toujours trouvé plus d'hommes. Même lorsqu'elle a dû recourir à des mesures désespérées, en offrant d'énormes incitations financières, en mobilisant des détenus, en envoyant des patients gravement malades sur les lignes de front, ou en forçant les minorités ethniques à s'engager, elle a toujours réussi à reconstituer ses rangs. Mais ce n'est plus le cas. Les données montrent qu'au début de l'année 2026, la tendance a commencé à s'inverser. Les pertes mensuelles de Moscou sont désormais supérieures au nombre de soldats qu'elle peut recruter. C'est la première fois que cela se produit depuis 2022, et les chiffres eux-mêmes en disent long. Au premier trimestre de 2026, l'armée russe a perdu pas moins de 89 000 soldats, selon les données officielles communiquées par le président ukrainien, Volodymyr Zelensky. Elle n'a pu en recruter que 80 piles. Cela représente une perte nette de 9 000 soldats, et la situation ne va faire qu'empirer. L'Ukraine s'étant fixé des objectifs ambitieux de 50 000 pertes russes chaque mois d'ici la fin de 2026. Même si le Kremlin aime se cacher derrière la propagande et faire croire au public russe que tout va bien, il ne peut pas nier la réalité. Il ne peut ignorer les faits et chiffres évidents. Et si l'on en croit les rapports, Moscou est déjà en état de panique, avec des hauts responsables qui cherchent désespérément une solution à ce problème grandissant. En janvier 2026 par exemple, le Kremlin a annoncé une nouvelle campagne de recrutement, visant à intégrer de nouveaux pilotes de drones dans son armée. Mais cela serait resté bien en deçà des attentes. Des rapports du ministère de la Défense britannique
et d'autres sources fiables indiquent que la Russie dépend davantage de mercenaires payés d'Afrique, d'Asie centrale et même de Corée du Nord pour compléter ses effectifs. Mais avant d'aller plus loin, si c'est le genre d'analyse que vous souhaitez voir davantage, assurez-vous d'être abonné à The Military Show. Nous expliquons tout de cette façon chaque semaine. Maintenant, face à ce dilemme de recrutement, Vladimir Poutine se retrouve coincé entre le marteau et l'enclume, sans solution évidente et sans issue facile. D'un côté, il pourrait persister avec sa tactique actuelle, en espérant que, d'une manière ou d'une autre, l'Ukraine ne pourra pas maintenir son intensité, et que le nombre de pertes commencera peut-être à diminuer, au moins un peu. En attendant, il peut compter sur des mercenaires, et d'autres mesures désespérées pour compenser les pertes de son armée. Mais c'est un gros risque, car rien n'indique que l'Ukraine va ralentir ou relâcher la pression de sitôt. Il paraît de plus en plus probable que les pertes russes augmentent fortement dans les prochaines semaines et mois. Et si le pays n'arrive pas à maintenir ses effectifs, il lui sera extrêmement difficile de garder une quelconque intensité sur les lignes de front. Cela signifie que ses gains territoriaux ralentiront encore, et ses forces pourraient être repoussées dans des régions clés alors que l'Ukraine se ressaisit et profite de l'affaiblissement de son adversaire. Vladimir Poutine pourrait aussi tenter une mobilisation massive, forçant des centaines de milliers d'hommes en âge de combattre à s'enrôler et à aller au front. Cela serait un grand avantage pour l'armée russe. Mais les sondages montrent que le public russe, dont une grande partie est déjà de plus en plus frustré par la guerre en cours, désapprouverait fortement ce type d'action. Ainsi, Poutine se retrouve avec un problème insoluble. Et ce n'est pas le seul. Ce qui nous amène au troisième facteur majeur de l'improbabilité croissante d'une éventuelle victoire russe, le fait que l'Ukraine ait réussi à porter la guerre sur le sol russe comme jamais auparavant. Au début du conflit, il semblait impensable que l'Ukraine puisse se défendre face à une telle force, encore moins riposter contre la Russie sur son propre territoire. Avec le temps, l'Ukraine a surpris le monde en défendant son territoire et en menant des attaques au-delà de ses frontières, notamment dans les régions frontalières russes et au-delà. Cela a débuté lentement et modestement, un acte de sabotage par-ci, une frappe de drone par-là. Mais ensuite, ces attaques sont devenues plus fréquentes. Tout à coup, les régions russes se sont sentis en insécurité. Les aérodromes, usines militaires, bases de commandement et raffineries de pétrole étaient vulnérables face à l'Ukraine, attaquées par drones, bombes et missiles. Des explosions retentissaient, des incendies se propageaient. Les cibles étaient endommagées et des biens détruits. D'abord des millions, puis des milliards de dollars de matériel et d'infrastructures sont partis en fumée. Et plus le temps passait, plus la situation empirait pour la Russie. En 2025, l'Ukraine a vraiment commencé à se concentrer sur l'infrastructure pétrolière de l'ennemi, réalisant que si elle pouvait paralyser l'économie pétrolière de Poutine, elle pourrait potentiellement mettre fin à la guerre, en forçant le président russe à s'asseoir à la table des négociations. Poutine n'a montré aucune volonté de conclure un accord de paix réaliste avec Zelensky, mais il subit déjà l'impact des frappes de drones et de missiles. Des rapports récents révèlent que jusqu'à 40% de la capacité d'exportation pétrolière russe a été perturbée, surtout après d'importantes frappes de drones sur des raffineries et ports baltes. Des pipelines et des réservoirs de carburant ont aussi été frappés à plusieurs reprises, d'innombrables litres de pétrole partant en fumée. L'industrie pétrolière est la colonne vertébrale de l'économie russe. Lorsqu'elle se brise, c'est tout le pays qui souffre, comme cela s'est produit ici. Avec moins de pétrole produit et expédié vers ses rares partenaires commerciaux restants, la Russie ressent vraiment la pression. Son économie ne va peut-être pas s'effondrer, mais elle est au bord d'une grave crise. Son fonds national de richesse a fortement baissé depuis l'avant-guerre, et la guerre prend chaque année une part croissante du budget fédéral. Ce n'est pas viable, surtout si les attaques de l'Ukraine se poursuivent ou deviennent encore plus destructrices. Ce qui nous amène tout naturellement au quatrième point. L'état contrasté des deux armées en 2026. D'un côté, il y a la Russie, un pays qui, à juste titre, suscitait la crainte partout dans le monde au début de la guerre, avec une armée que les experts considéraient comme la deuxième plus puissante de la planète, juste derrière les États-Unis. En 2022, que cela leur plaise ou non, les gens respectaient l'armée russe. Elle avait une réputation redoutable, forgée au fil des années de conflit, combinée à une puissante propagande et à un marketing efficace. Beaucoup pensaient que la Russie possédait certains des chars les plus puissants, les véhicules blindés les plus redoutables, les meilleurs avions de chasse et les défenses aériennes les plus solides au monde. C'est en partie pour cela qu'au début de 2022, beaucoup pensaient que la Russie écraserait facilement l'Ukraine et gagnerait la guerre en quelques semaines.
L'Ukraine, quant à elle, était un poids plume militaire sur la scène mondiale. Elle ne possédait pas de chars de pointe, de défense aérienne ultramoderne, ni aucune technologie supérieure digne de ce nom. Au fil de la guerre, les armées des deux pays ont suivi des trajectoires opposées. La réputation de la Russie s'est effondrée, tandis que celle de l'Ukraine s'est forgée dans l'acier et le feu. Premièrement, les soi-disant chars et blindés russes, parmi les meilleurs au monde, ont échoué dès le début, incapables d'obtenir les gains territoriaux espérés par le Kremlin. Ses forces aériennes ont échoué à obtenir la supériorité aérienne, et sa flotte légendaire de la mer Noire a dû fuir et se cacher après les attaques ukrainiennes par drones et missiles. Son armée, malgré sa taille, a eu du mal à atteindre l'un quelconque de ses objectifs déclarés. Nombre de ses armes dites les meilleures, comme le T-14 Armata, n'ont connu qu'un déploiement limité et prudent, puis auraient été retirés après une brève utilisation en raison d'inquiétudes quant à leur performance. Pendant ce temps, malgré un départ avec une armée bien plus faible que celle de son adversaire, l'Ukraine a accompli l'impossible. Maintes fois, elle a déjoué les pronostics, conservé des territoires contestés, repris des terres perdues, surpris l'ennemi et bâti l'une des meilleures industries de défense d'Europe. Elle a maîtrisé la guerre des drones, surpassant les tactiques de ses ennemis, et utilisant ce nouvel avantage pour mener des centaines de frappes efficaces sur les positions et les infrastructures ennemies. Et elle a développé des missiles qui font depuis envie à une grande partie du monde, comme le Neptune et le Flamingo à longue portée, qui a été mis en service en urgence, et a déjà été utilisé pour frapper des cibles en 2026. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation qui paraissait irréaliste en 2022, où l'armée ukrainienne fait plus que tenir tête à la machine de guerre russe, et où la confiance dans la puissance russe est historiquement faible, tant en interne qu'à l'international. De nombreux pays qui dépendèrent de la Russie pour leurs blindés, armes et munitions se retirent des accords et cherchent d'autres options. Et même au sein de la Russie elle-même, bien que beaucoup ne veuillent pas l'admettre ouvertement, une grande partie de la population s'inquiète de plus en plus qu'il s'agisse d'une guerre que leur pays ne peut pas gagner, et qu'il ne faudrait plus laisser continuer. En effet, un sondage récent a montré que 67% des Russes, un chiffre record, estimaient qu'il était temps d'entamer des négociations de paix et de mettre fin au conflit. Un autre sondage, relayé par l'agence de presse publique TASS, a également révélé que 75% des Russes font confiance à Vladimir Poutine aujourd'hui. Bien que cela paraisse élevé, c'est en fait le niveau le plus bas depuis le début de la guerre. Il est aussi probable que ces chiffres soient exagérés, vu la réputation de TASS pour la propagande pro-Kremlin. Pris ensemble, ces facteurs placent la Russie dans la pire position qu'elle ait connue depuis des décennies. Son armée progresse à peine, ses pertes montent en flèche, ses efforts de recrutement échouent, sa réputation est brisée, son économie est en crise, et son peuple n'a plus aucune confiance que tout cela va s'arranger d'une manière ou d'une autre. Cela ne signifie pas que la guerre va bientôt finir, car Poutine est très obstiné et poursuivra sa conquête à tout prix. Il semble prêt à entraîner son pays à la ruine, dans une tentative désespérée de sauver la face. Pendant qu'il ignore la réalité, le monde commence à ouvrir les yeux sur la situation. En réalité, cette guerre ne va pas se terminer d'une seule façon. Elle ne mène pas lentement, mais sûrement vers une victoire russe inévitable et un effondrement total de l'Ukraine. Au contraire, il semble maintenant que la situation évolue dans la direction exactement opposée, avec la Russie autrefois puissante paraissant plus faible que jamais, et l'Ukraine, outsider courageux, dépassant les attentes comme jamais auparavant. La dernière chose maintenant, la guerre de Poutine devait rester hors d'atteinte, cachée et si précieuse qu'elle semblait irremplaçable. Mais l'Ukraine l'a trouvée, et l'Ukraine l'a frappée. La France l'a construite, l'Ukraine l'a maîtrisée, et la Russie a tout perdu en une seule frappe, alors que des missiles Scalp mortels ont anéanti un centre rempli des armes les plus importantes dont dispose la Russie. La cible se trouvait à Donetsk. Là-bas, l'Ukraine a utilisé le cadeau le plus létal offert par la France. Un élément essentiel pour la Russie se trouvait caché à l'aéroport de Donetsk. Des installations de stockage de drones ont commencé à apparaître partout dans cet aéroport, et ces unités de stockage sont essentielles à la stratégie de la Russie axée sur l'arrière. Lancer des drones, Shahed depuis Donetsk plutôt que depuis la Russie, réduit la distance à parcourir pour atteindre les cibles. Moins de distance réduit le risque que les drones soient abattus ou détournés par les défenses aériennes ou la guerre électronique. C'est une équation simple, plus le point de lancement du drone est proche, plus les frappes causent de dégâts. Mais l'Ukraine a mis fin à tout cela. Le 14 avril, elle a lancé une frappe combinant plusieurs types de munitions pour détruire les installations de stockage de drones que la Russie avait construites à l'aéroport de Donetsk. Lors d'une opération de l'armée de l'air ukrainienne, des missiles Scalp français ont frappé les installations russes les plus importantes à Donetsk, accompagnées d'une autre arme que nous révélerons bientôt. D'abord, la frappe.
L'état-major ukrainien a expliqué les faits dans un message sur Telegram annonçant la frappe. Nos forces ont ciblé des entrepôts où étaient stockés des drones d'attaque près de l'aéroport de Donetsk, dans le territoire temporairement occupé de la région de Donetsk, a déclaré l'état-major général avant d'expliquer pourquoi cette frappe était si importante. Les forces de défense ukrainiennes poursuivront leurs actions pour diminuer la capacité offensive des occupants russes et stopper l'agression armée de la Russie contre l'Ukraine. Il s'agit de fragiliser la Russie à l'arrière pour que ses offensives sur le front échouent. L'Ukraine n'a laissé aucun doute sur le succès de sa frappe. Anticipant les inévitables affirmations russes selon lesquelles leur défense aérienne aurait détruit les missiles ukrainiens avant qu'ils ne causent le moindre dégât, l'état-major général a diffusé une vidéo prouvant le succès des frappes. Ce n'est pas une longue vidéo, elle dure environ 20 secondes, elle montre tout ce qu'il faut voir pour savoir que l'Ukraine a fait ce qu'elle a dit avoir fait. 2 cibles encerclées, probablement filmées par un drone de reconnaissance survolant la zone. Puis une explosion massive. La première cible est neutralisée, suivie quelques secondes plus tard par une autre énorme explosion qui élimine la seconde. Plus tard, nous voyons les conséquences. 2 carcasses fumantes là où se trouvaient autrefois des entrepôts de drones. L'Ukraine vient de porter un coup dur à l'armée russe à Donetsk et elle a choisi l'arme parfaite pour le faire. Les missiles Scalp fabriqués en France, qui sont identiques aux missiles Storm Shadow fabriqués au Royaume-Uni, sont présents en Ukraine depuis 2023. L'Ukraine peut les déployer depuis des avions Su-24M modifiés. Elle a utilisé ces missiles contre de nombreux moyens militaires russes, navires de guerre, centres logistiques, aérodromes et installations de stockage de drones. Lançables depuis les airs, des navires ou des sous-marins, les missiles Scalp ont une portée comprise entre 140 et 550 km, soit 87, et 341,7 miles selon la variante. Ils sont tous équipés d'une ogive à haute pénétration explosive, pesant 400 kg, soit près de 882 livres, ce qui les rend parfaits pour frapper des abris renforcés contenant des armes dont la Russie a besoin pour affaiblir l'Ukraine. Ce sont de puissants missiles de croisière à courte portée, dont l'efficacité a été prouvée depuis des années par l'Ukraine. D'autres pays le savaient avant l'invasion de l'Ukraine par Poutine. En plus de la France et du Royaume-Uni, l'Italie, la Grèce, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont aussi acquis des missiles Scalp ou Storm Shadow pour leurs arsenaux. Petite parenthèse, ces 2 nations pourraient jouer un rôle plus tard dans la guerre. À cause de l'opération Fureur épique, l'Iran a attaqué l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, qui ont alors signé des accords de défense de 10 ans avec l'Ukraine. Ces pays du Golfe ont besoin d'avoir accès aux drones et à l'expertise ukrainienne pour faire face aux drones Shahed. L'Ukraine reçoit des intercepteurs de missiles, une aide financière et du carburant en échange de son expertise sur les drones. Que nous réserve l'avenir? Les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite enverront-ils des missiles Scalp ou Storm Shadow à l'Ukraine via ces accords de défense? Seul l'avenir le dira. Il est clair que l'Ukraine se prépare sur le long terme dans sa lutte contre la Russie. Retour sur les frappes à Donetsk. Les missiles Scalp ukrainiens ont été médiatisés, mais une autre arme était aussi impliquée le 14 avril. Des bombes aériennes guidées GBU-39 ont également été utilisées contre les entrepôts de drones russes. C'était un double coup de la part de l'Ukraine, et à plus d'un titre, comme vous allez bientôt le découvrir. La France et les États-Unis ont été réunis dans une attaque qui montre que l'Ukraine tire le meilleur parti de son matériel fourni par l'Occident, et la GBU-39 est l'arme parfaite pour achever le travail sur des installations déjà pénétrées par le Scalp. Également connue sous le nom de bombe de petit diamètre, la GBU-39 est une munition guidée tout temps de 113 kg ou 250 livres qui utilise un guidage GPS-INS pour se diriger vers sa cible. Précise et compacte, la GBU-39 peut être transportée en nombre dans un avion et reste un équipement ingénieux. Son système utilise un support intelligent pouvant charger 4 bombes, offrant à l'Ukraine la possibilité de frapper plusieurs cibles situées jusqu'à 40 000 nautiques. Elles sont également peu coûteuses. À 40 000 $, l'unité la GBU-39 complète efficacement les frappes avec des munitions plus chères. C'est probablement ce qui s'est produit à Donetsk. Scalp a brisé la protection que la Russie avait mise en place pour ses drones Shahed et des GBU-39 ont été lancés pour terminer le travail. L'Ukraine a parfaitement coordonné cette frappe. Nous avons mentionné plus tôt que l'état-major général de l'Ukraine a déclaré que le but de cette attaque était de diminuer les capacités offensives de la Russie. C'est exactement ce dont l'Ukraine a besoin en ce moment, puisque la Russie a lancé une offensive de printemps qui se poursuivra probablement pendant l'été et sans doute jusqu'à l'automne. Cette offensive vise principalement à prendre la ceinture de forteresse de Donetsk, essentielle à la conquête de la ville par la Russie, et, par extension, prendre enfin le contrôle du Donbass que Poutine vise depuis le début de son opération militaire spéciale. La ceinture de forteresse reste une cible difficile pour la Russie. S'étendant du nord au sud le long de l'autoroute H20 Konstantinivka-Sloviansk, c'est une ligne de fortification longue de 50 km, soit 31 miles.
Depuis plus de 10 ans, l'Ukraine investit temps et argent pour renforcer cette ceinture défensive, anticipant l'agression russe. Après plus de 4 ans de combat, les forces de Poutine peuvent enfin attaquer la ceinture de forteresse. Les soldats sur le terrain font face à une tâche difficile. La ceinture de forteresse, en hauteur, offre à l'Ukraine un net avantage sur les soldats russes. Les drones permettent à l'Ukraine de repérer et éliminer ses soldats dans les zones de tir autour des villes fortifiées. Pour la Russie, affaiblir la ceinture de forteresse de l'intérieur est crucial pour réussir l'offensive du printemps. Les Shahed auraient été essentiels. Lancés de l'aéroport de Donetsk contre la ceinture de forteresse, ces drones longue portée auraient semé la panique et endommagé les défenses ukrainiennes. Désormais, les drones Shahed russes ont disparu à Donetsk, anéantissant l'espoir des hommes de main de Poutine d'affaiblir la ceinture de forteresse avant leurs assauts. Ils feront face à des forces ukrainiennes constamment prêtes, car l'Ukraine a lancé une campagne à moyenne portée contre la Russie, impactant clairement l'offensive du printemps. Nous avons déjà dit que l'Ukraine a réussi une double frappe à plus d'un titre. L'usage de missiles Scalp et GBU-39 n'était pas la seule chose à mettre les Russes en alerte à l'aéroport de Donetsk. La frappe ukrainienne du 14 avril est importante car elle succède à une précédente action sur l'aéroport. Cela complique tout pour la Russie. Au fait, vous regardez The Military Show. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment idéal pour appuyer sur le bouton afin de ne jamais manquer une de nos vidéos. Revenons au 7 mars. Ce jour-là, on a appris que les forces ukrainiennes avaient mené une frappe précise contre une base de drones russes à l'aéroport de Donetsk tôt le matin. Cette fois, l'Ukraine a frappé un centre que, selon United 24 Media, la Russie utilisait pour le stockage, la préparation et le lancement de ses drones Shahed. C'était une installation tout en un détruite par l'Ukraine grâce à une action coordonnée des forces de missiles, de l'artillerie terrestre et de l'armée de l'air ukrainienne. Des missiles Scalp ont aussi été employés lors de cette frappe. Comme lors de l'attaque du 14 avril, une arme américaine était présente, mais le 7 mars, ce n'était pas les GBU-39. L'Ukraine a détruit le centre Shahed russe avec des missiles Scalp et ATACMS. L'utilisation des ATACMS lors de cette frappe était notable. En août 2025, on a appris que les États-Unis avaient instauré un nouveau système d'approbation pour leur utilisation par l'Ukraine contre des cibles russes. Ce système comprenait plusieurs niveaux d'approbation, aboutissant finalement à la décision du secrétaire américain à la guerre, Pete Hegseth. Le Wall Street Journal rapporte que le nouveau système a surtout empêché l'Ukraine d'employer les ATACMS contre la Russie pendant une grande partie de 2025, car les rares demandes d'autorisation de frappe avaient essuyé des refus. Manifestement, la situation a changé au 7 mars. L'Ukraine peut à nouveau utiliser toute la puissance des ATACMS contre des cibles russes. Un centre Shahed à Donetsk a ainsi brûlé. Les ATACMS sont une arme très utile pour l'Ukraine à avoir de nouveau dans son arsenal. Missile balistique à courte portée, l'ATACMS peut parcourir entre 165 et 300 km, soit entre 102 et 186 miles selon le modèle utilisé. Assez rapide pour échapper aux défenses aériennes russes, le missile peut être équipé d'une ogive hautement explosive ou d'une ogive à fragmentation explosive, cette dernière pouvant délivrer entre 300 et 950 sous-munitions sur une cible. Peut-être avons-nous vu quelque chose de similaire le 7 mars à ce que nous croyons avoir vu le 14 avril. Scalp a pénétré, l'arme de suivi fabriquée aux États-Unis a été détruite. Avons-nous évoqué la double frappe? On aurait peut-être dû dire triple frappe. Le 28 mars, United 44 Media a rapporté que l'Ukraine avait de nouveau lancé une frappe sur l'aéroport de Donetsk. Elle a ciblé les lanceurs mobiles russes utilisés par les forces de Poutine pour envoyer des drones Shahed vers les villes ukrainiennes. Cette attaque différait des deux autres, car elle a été menée par le premier centre indépendant des forces de système sans pilote d'Ukraine. L'Ukraine a utilisé des drones pour détruire des lanceurs, en éliminant au moins 4 lors de l'opération. Il s'agit d'une campagne systématique pour rendre l'aéroport de Donetsk, que la Russie a transformé en plaque tournante clé des drones Shahed, totalement inutile. L'Ukraine utilise divers types de munitions pour endommager ce centre. Les missiles Scalp et ATACMS offrent une puissance de feu extrême pouvant raser des bâtiments. Les bombes guidées GBU-39 sont sans doute utilisées lors d'attaques détruisant les drones et empêchant la Russie de réparer les dégâts des missiles occidentaux ukrainiens. Les drones servent à mener des frappes ciblées sur les lanceurs et équipements, empêchant la Russie d'utiliser les derniers drones Shahed à l'aéroport de Donetsk. C'est très astucieux de la part de l'Ukraine. Plus l'Ukraine frappe l'aéroport de Donetsk, plus les forces russes risquent de devoir se replier et installer un nouveau site de lancement de Shahed hors de portée des missiles ukrainiens. Et si les sites de lancement de Shahed doivent être reculés encore plus loin, tous les avantages de pouvoir lancer depuis des endroits plus proches de l'Ukraine, dont nous avons parlé plus tôt, disparaîtront.
Revenons au 14 avril, toute personne qui suit les frappes ukrainiennes à moyenne et longue portée contre la Russie aura déjà le pressentiment que détruire les entrepôts de drones à Donetsk n'est peut-être pas la seule chose que l'Ukraine a faite ce jour-là. Ces personnes auraient raison. D'autres frappes ont visé des cibles dans les régions occupées d'Ukraine, en plus de l'attaque très médiatisée contre les Shaheds russes. Dans la région de Zaporijia, l'Ukraine a lancé des drones sur la localité occupée d'Azovska. Les dépôts de munitions dans cette localité étaient utilisés pour approvisionner les soldats russes qui tentent d'avancer vers la ville de Zaporijia, mais ils n'existent plus maintenant car les drones ukrainiens les ont complètement détruits. De retour à Donetsk, l'Ukraine a également frappé les localités d'Ozuv et de Kulikivska. Les dépôts de munitions étaient à nouveau visés, s'inscrivant dans la stratégie ukrainienne d'affaiblir l'offensive de printemps russe. Détruire les Shahids paralyse la stratégie longue portée de la Russie. Détruisez les dépôts de munitions et les troupes russes devront lancer leurs assauts sans munitions, devenant des proies pour les drones qui pullulent dans les zones de destruction ukrainiennes. Tout cela s'inscrit dans une approche d'usure qui fonctionne très bien pour l'Ukraine en 2026. Sur le front des drones longue portée, l'Ukraine s'efforce de surpasser la Russie en nombre de drones lancés et de cibles frappées. La Russie a largement devancé l'Ukraine dans ce domaine pendant la majeure partie de la guerre et s'est appuyée sur cet avantage durant la seconde moitié de 2025. À la fin de cette année-là, la Russie lançait en moyenne plus de 5000 drones de type Shahed par mois contre l'Ukraine, atteignant 5298 en octobre, 5447 en novembre et 5131 en décembre. Cela représentait une nette augmentation du nombre de drones que la Russie utilisait chaque mois contre l'Ukraine par rapport au plus tôt en 2025, et c'est un schéma d'escalade que nous avons vu se poursuivre en 2026. Renverser cette tendance est l'objectif de l'Ukraine, et c'est là que les frappes contre Donetsk entrent en jeu. La Russie cherche constamment à escalader et réussit. En mars, l'armée de l'air ukrainienne a annoncé avoir affronté 6462 drones russes, un nombre supérieur à celui observé fin 2025. Mais quelque chose a changé, en fait 2 choses ont changé. Le taux d'interception ukrainien des drones Shahed russes a nettement augmenté depuis fin 2025. Sur les 6462 drones que la Russie a lancés en mars, 5833 ont été détruits avant d'atteindre leur cible, ce qui donne à l'Ukraine un taux d'interception de 90%. Rappelez-vous ce que nous avons dit sur l'aéroport de Donetsk et sa proximité avec l'Ukraine non occupée. En détruisant les entrepôts Shahid à Donetsk, l'Ukraine force la Russie à lancer ses Shahids de plus loin, offrant plus d'occasions de les abattre. Surveillez si l'Ukraine intercepte plus de 90% des drones en avril, cela indiquerait l'efficacité de sa stratégie. La deuxième chose est la dernière que Vladimir Poutine voudra entendre. Le dirigeant russe compte sur des drones longue portée pour pallier l'échec de ses forces terrestres. Le plus grand nombre de drones que la Russie pouvait lancer était un avantage que Vladimir Poutine pouvait faire peser sur l'Ukraine pendant des années. Ce n'est plus le cas. En mars, alors que l'Ukraine atteignait 90% d'interceptions, elle prenait aussi pour la première fois l'avantage dans la course aux drones longue portée. Le ministère de la Défense russe s'est involontairement trahi en annonçant avoir abattu 7347 drones ukrainiens au cours du mois. Cela montre que l'Ukraine a largement dépassé la Russie pour les drones longue portée, bien plus que ce qu'elle rapporte sur les tirs russes. L'Ukraine possède désormais plus de drones longue portée que la Russie et s'en sert, comme l'illustre la frappe sur Donetsk, démontrant son nouvel avantage sur le champ de bataille. Vers la fin de l'année 2025, alors que la Russie intensifiait sa campagne de longue portée, l'Ukraine développait activement de nouveaux drones de moyenne portée pour couvrir tous les aspects de la guerre des drones. Les drones FPV à courte portée décimant les soldats russes en première ligne. Les drones longue portée et les drones hybrides missiles-drones frappent la Russie au cœur, détruisant sa machine de guerre de l'intérieur. Les drones de moyenne portée permettent désormais à l'Ukraine de frapper les positions russes dans les territoires occupés sans recourir à des drones longue portée plus coûteux. Ces drones de moyenne portée rejoignent les missiles occidentaux et les bombes guidées, qui ont des portées similaires pour semer le chaos dans le proche arrière russe. Les frappes de moyenne portée ukrainiennes frappent désormais avec une fréquence et une puissance inédites les territoires occupés près de la frontière russe. Les chiffres soutiennent l'Ukraine. En lançant davantage de missiles contre les dépôts de drones russes à Donetsk, l'Ukraine s'appuie de plus en plus sur un avantage en drones auparavant détenu par la Russie. Un autre aspect de ce que l'Ukraine a réussi le 14 avril mérite d'être mentionné. Les frappes ukrainiennes montrent une coordination remarquable et une capacité accrue à utiliser diverses munitions pour maximiser les dégâts contre la Russie. À Donetsk, l'Ukraine a utilisé missiles et bombes guidées pour détruire des entrepôts de drones, ainsi que des drones pour détruire des dépôts de munitions. Plusieurs méthodes de frappe ont été utilisées lors d'une opération, montrant une forte coordination entre les départements de l'armée ukrainienne.
L'Ukraine peut ainsi étendre ses attaques, mettant fortement sous pression les défenses aériennes russes. Où ces défenses doivent-elles être placées? Que doivent-elles essayer de cibler? L'Ukraine force désormais la Russie à répondre en temps réel à ces questions pendant les frappes. Souvent, la réponse est que la Russie essaie de disperser excessivement ses défenses aériennes, ce qui permet à l'Ukraine de frapper plusieurs cibles. Mais même si la Russie concentre ses défenses aériennes sur une cible, elle en laisse une autre exposée. Les forces de Poutine sont dans une impasse. L'Ukraine ne va que s'améliorer pour provoquer ce type de situation à mesure qu'elle développe ses capacités de drones à moyenne portée, au point qu'ils pourront être utilisés pour mener davantage de frappes en parallèle avec des missiles et des bombes guidées. Poutine pensait avoir tout vu de l'Ukraine, mais la situation empire pour les soldats russes sur le champ de bataille. Les États-Unis ont créé l'une des armes les plus puissantes utilisées par l'Ukraine pour écraser les soldats russes. Sans vraiment faire de bruit, l'Ukraine vient d'ajouter tranquillement à son arsenal l'un des canons d'artillerie les plus redoutables au monde, et cela a rendu toutes les armes russes inutiles. Même l'Ukraine ne s'y attendait pas et la Russie ignorait ce qui allait arriver. Grâce à une arme créée il y a des décennies par les États-Unis, l'Ukraine peut désormais mettre fin à la guerre menée par la Russie. L'arme en question est l'obusier automoteur M110 de 203 mm qui a été remis à la 52e brigade d'artillerie des forces armées ukrainiennes. C'est ce qu'affirme United 24 Media qui indique que la brigade elle-même a confirmé l'arrivée de l'arme et a noté qu'elle s'intègre parfaitement à l'artillerie ukrainienne fabriquée localement qui brise l'offensive de printemps de la Russie. Notre équipement comprend l'obusier automoteur 2S-22 Badanal et lance-roquettes multiples RM-70 Vampire ainsi que le M110A de 203 mm. La 52e brigade l'a annoncé de façon décontractée dans une publication sur les réseaux sociaux le 2 avril, donnant presque l'impression que le M110 était un détail secondaire. Ce n'est pas le cas. Et vous allez découvrir pourquoi l'arrivée de ce puissant canon d'artillerie en Ukraine va bientôt forcer un changement sur le champ de bataille. D'abord, il faut se poser la question, comment l'Ukraine a-t-elle réussi à mettre la main sur des obusiers M110? C'est une arme de la guerre froide que l'armée américaine a retirée du service, donc il semble impossible que l'Ukraine puisse l'obtenir. Cependant, une arme retirée du service n'est pas forcément obsolète, et l'origine des M110 qui se trouvent actuellement en Ukraine remonte à un accord conclu en octobre 2025. À ce moment, Army Recognition a annoncé que la Grèce avait approuvé le transfert de 60 systèmes d'artillerie américains vers l'Ukraine, ainsi que 150 000 obus nécessaires au système et quelques roquettes Zuni. Dans le cadre d'un accord estimé à 199,4 millions d'euros, soit un peu moins de 230 millions de dollars, l'artillerie et les munitions devaient être acheminées vers l'Ukraine via la République tchèque et les systèmes devaient arriver en Ukraine sans aucune modification ni remise à neuf. On pourrait croire que la Grèce profitait de l'accord, mais ce n'était pas le cas. Pour l'Ukraine, cet accord lui permettait d'obtenir de nombreux systèmes d'artillerie, une menace durable sur le champ de bataille pour tout adversaire. L'obusier M110 n'est peut-être pas moderne ou ultra sophistiqué, mais il est capable de délivrer une puissance de feu massive très rapidement, dans le cadre d'une guerre. Cela, à bien des égards, ressemble à une capsule temporelle de la façon dont les batailles étaient menées il y a des décennies, plutôt qu'au type de conflit conventionnel auquel on pourrait s'attendre de nos jours. D'autres pourraient également être envoyés en Ukraine. Army Recognition note que les forces armées grecques utilisent le M110A2 depuis le début des années 80 et qu'elles possédaient environ 145 unités de ce système d'artillerie avant l'annonce du transfert de 60 de ces unités vers l'Ukraine. Ce système a longtemps été l'artillerie à longue portée de la Grèce, mais il est devenu excédentaire avec la modernisation vers les systèmes OTAN de 155 mm. Pour l'Ukraine, cette modernisation offrait la possibilité d'obtenir une artillerie puissante pour briser les défenses russes et mettre hors de combat les troupes alors qu'elles tentent de lancer des attaques. C'était une bonne affaire pour tous, et cela paraît encore plus avantageux pour l'Ukraine en voyant le détail des obus livrés avec les 60 obusiers. United 24 Media indique que l'Ukraine a reçu 50 000 obus hautement explosifs M106 dans le cadre de l'accord, ainsi que 40 000 obus à assistance par fusée M650. Et 30 000 exemplaires chacun des munitions à sous-munitions à double usage M509A1 et des munitions conventionnelles améliorées M404 qui ont été fabriquées pour le M110 plus tard au cours de sa carrière. Cela signifie que les obusiers que l'Ukraine a reçus seront à la fois polyvalents et puissants, ce qui ne fera que les rendre plus utiles à l'Ukraine sur le champ de bataille. Avant de détailler comment, une autre question s'impose. L'Ukraine peut-elle obtenir plus d'obusiers M110 après ce premier lot? Oui, si les affirmations d'Army Recognition sur les stocks grecs sont exactes. Il devrait rester 85 autres M110 que la Grèce pourrait transférer, bien que cela suppose que les obusiers restants en Grèce soient dans un état de fonctionnement suffisant pour être utiles à l'Ukraine.
Nous devons attendre pour voir si d'autres accords permettront à la Grèce de profiter d'un système qu'elle juge obsolète, mais que l'Ukraine pourrait utiliser pour infliger de lourds dégâts à une armée russe combattant avec des méthodes des années 1950. La grande question est de savoir si l'Ukraine pourra obtenir des M110 des États-Unis. C'est une arme américaine et une initiative permet aux pays de l'OTAN d'acheter des armes aux États-Unis, ensuite livrées à l'Ukraine. La liste prioritaire des besoins de l'Ukraine, Pearl, pourrait permettre à l'Ukraine d'obtenir plus d'obusiers si ceux-ci prouvent leur utilité au combat et que l'Ukraine en souhaite davantage. Jusqu'ici, les alliés de l'Ukraine dans l'OTAN ont bien utilisé Pearl. En décembre 2025, ils avaient financé plus de 4 milliards de dollars d'enveloppe d'aide pour l'Ukraine via Pearl, un concept permettant à l'Ukraine de signaler ses besoins militaires pour une livraison directe sur le front grâce à des achats effectués aux États-Unis. Avec Pearl, l'Ukraine peut décider où va l'aide militaire qu'elle reçoit, au lieu d'espérer que ses alliés fournissent des armes qui lui seront utiles. Pearl pourrait mener au stock américain d'obusiers M110, mais il se peut qu'il n'y ait aucune puissance de feu au bout de cette piste. Selon De Gaulle, les États-Unis ont produit 1100 obusiers M110 après avoir introduit cette arme pour la première fois en 1963. La même source indique aussi que le système reste actif dans plusieurs pays, dont la Turquie, l'Espagne, Bahreïn, le Maroc, la Jordanie et la Grèce. Certains de ces pays, dont l'Espagne, pourraient fournir des obusiers à l'Ukraine. Pour les États-Unis, De Gaulle affirme de façon contradictoire que le M110 est actif dans l'armée américaine tout en disant qu'il a été retiré dans les années 1990, laissant seulement le M109 comme obusier automoteur américain. Cela soulève la question de savoir ce qu'il est advenu de ces 1100 M110. Nous savons au moins en partie ce qu'il est advenu d'eux. Real Clear Defense note que dans les années 1990, les États-Unis ont utilisé des canons usés de M110 comme enveloppe improvisée pour les bombes anti-bunker GBU-28 utilisées pendant la guerre du Golfe contre l'armée irakienne. Mais cela ne précise pas si des M110 sans canon restent dans les stocks américains ou si les États-Unis ont aussi mis au rebut les unités d'artillerie lors du retrait des canons. Si c'est le cas, l'Ukraine pourrait récupérer les derniers M110 américains et fabriquer des canons pour obusiers. L'initiative tchèque, qui a permis à la Grèce de vendre ses M110 à l'Ukraine, pourrait aider, bien que ce soit spéculatif, car cela suppose que les États-Unis possèdent encore des M110 et acceptent de les vendre à l'Ukraine via Pearl. Éloignons-nous des hypothèses et des suppositions et concentrons-nous sur quelque chose de plus important. L'arrivée de l'obusier M110 en Ukraine pourrait entraîner des changements majeurs sur les portions du front où cette arme est déployée. Cela fait de ces armes, vestiges de la guerre froide, de vrais atouts stratégiques. Avant d'approfondir ce sujet, vous regardez The Military Show. Si vous trouvez cette chaîne utile, n'oubliez pas de vous abonner pour toujours garder une longueur d'avance. Alors, qu'apporte le M110 à l'Ukraine? Pour commencer, il fournit le type de puissance de feu qui a manqué à l'Ukraine en matière d'artillerie pendant une grande partie de la guerre avec la Russie. Cela ne veut pas dire que l'Ukraine ne disposait d'aucune puissance de feu d'artillerie, mais le M110 qu'elle possède désormais apporte plusieurs formes de dévastation pour les forces russes. Chaque obus tiré par le M110 délivre 90 kg, soit environ 198 livres de force explosive sur une cible. Et avec l'aide de munitions assistées par fusée, que l'on sait que l'Ukraine a reçue de la Grèce, cette puissance de feu peut parcourir jusqu'à 30 km, soit environ 18,6 miles, jusqu'à n'importe quelle cible que l'Ukraine souhaite faire exploser. Cette puissance s'ajoute à la mobilité. Chaque M110 monté sur un châssis à chenilles avec un moteur de 405 chevaux permet à l'Ukraine de se déplacer, frapper, puis repartir, couvrant ainsi plus de terrain qu'avec de l'artillerie fixe. Cependant, l'Ukraine doit faire un sacrifice pour obtenir cette puissance de feu. Army Recognition note que chaque M110 doit être servi par un total de 13 membres d'équipage, dont 5 opèrent le véhicule du M110, tandis que les autres suivent avec un véhicule de transport qui contient les obus utilisés lors des opérations. Cet important engagement de troupes explique pourquoi l'Ukraine déploie ses M110 auprès des brigades d'artillerie. Ces équipages prennent en main un canon qui s'élève entre -2 et 65 degrés, comme le souligne la même source, et qui peut pivoter de 30 degrés vers la gauche et vers la droite. Le M110 possède aussi des commandes manuelles de secours en cas de panne hydraulique. L'Ukraine devra donc former ses équipages à leur usage. La cadence peut aussi poser problème. Le M110 tire en général un obus toutes les 2 minutes, mais peut atteindre 2 par minute lors de tirs intenses contre l'ennemi. Cela implique que l'arme doit être rechargée rapidement car elle ne contient que 2 obus. Mais le M110 n'est en aucun cas une arme parfaite. Mais sa puissance de frappe est telle que les sacrifices que l'Ukraine doit faire pour l'utiliser semblent presque insignifiants. Le M110 est l'équivalent d'un coup de massue porté derrière les coups rapides que l'Ukraine assène aux positions russes avec ses obusiers plus petits et plus rapides.
Cette puissance de feu est aussi une raison majeure pour laquelle le M110 va changer la donne, comme vous le verrez bientôt. Avant cela, il faut aussi considérer le prix. Oui, le M110 est ancien, surtout comparé à d'autres équipements livrés à l'Ukraine par ses alliés occidentaux. L'Ukraine a préféré acheter 60 unités plutôt que de demander à la Grèce de donner ses anciennes pièces d'artillerie. Rien que pour les obus, les 230 millions de dollars dépensés par l'Ukraine reviennent à un peu plus de 1500 dollars par obus puissant, et cela supposerait que l'Ukraine ait obtenu les 60 110 gratuitement. Ce n'est pas le cas. Les 230 millions de dollars incluent tout, offrant à l'Ukraine beaucoup de puissance de feu à un coût très bas. Selon Defense Express, la Grèce a fixé le prix de chaque M110 qu'elle a vendu à l'Ukraine à 520 000 euros, soit environ 599 000 dollars. Multipliez cela par 60, vous obtenez environ 35,9 millions de dollars pour les obusiers. Cela, à son tour, ramène le coût par obus pour l'Ukraine à moins de 1300 dollars. L'Ukraine doit juste frapper quelques chars et rassemblements de troupes avec ses M110 pour rentabiliser son artillerie. Un tel retour sur investissement est considérable pour un pays confronté à de graves difficultés financières après 4 ans de guerre avec la Russie. Ces difficultés seront atténuées lorsque l'Ukraine commencera enfin à recevoir le prêt de 105 milliards de dollars que l'Union européenne s'est engagée à fournir. La BBC indique que la première tranche de ce prêt pourrait arriver en Ukraine dès le mois d'avril, bien que le plan du gouvernement de dépenser 112 milliards de dollars en 2026 laisse encore un déficit d'environ 45 milliards de dollars. Toute action permettant à l'Ukraine de réduire ses coûts tout en causant un fort préjudice économique à la Russie est positive, et les M110 bon marché récemment reçus s'inscrivent dans cette logique. Il y a aussi la polyvalence qu'offre le M110, et c'est là que les choses commencent à devenir sérieuses, aussi bien pour l'Ukraine que pour la Russie. La 52e brigade d'artillerie qui a reçu le premier lot de M110 obtient une arme qui complète parfaitement les autres qu'elle utilise lors de ses assauts d'artillerie contre les forces russes. La brigade possède déjà le Bodana, produit localement, pour effectuer des frappes de précision à longue distance contre les positions russes. Ce type d'artillerie est idéal pour viser centres de commandement et de contrôle, dépôts de munitions et autres cibles statiques dans l'arrière immédiat sur lesquelles la Russie compte lors de ses assauts contre les défenses ukrainiennes. L'arsenal de la brigade comprend également le RM-70 Vampire utilisé pour des missions de tir massifs contre des équipements et des concentrations de troupes, ce qui en fait le choix idéal pour faire face aux assauts mécanisés de la Russie. Le M110 offre une puissance de feu supérieure aux brigades d'artillerie ukrainiennes déjà citées. Cet obusier américain permet à la 52e brigade d'artillerie de viser des cibles renforcées et de grande valeur que le RM-70 Vampire ne peut pas détruire. Cela permet au Badana de frapper des cibles à une portée plus grande que ce que le M110 peut gérer, créant ainsi une approche de l'artillerie plus stratifiée qu'auparavant pour l'Ukraine. Le Vampire élimine les unités d'assaut et l'équipement, le M110 détruit les cibles renforcées à l'arrière, et le Badana ravage l'arrière russe, de sorte que les futurs assauts soient plus faibles et encore plus faciles à démanteler. En ce moment, la 52e brigade d'artillerie ukrainienne mène des missions dans l'est de l'Ukraine où elle fournit un appui-feu et mène des opérations de contre-batterie, rapporte Militani. Cette brigade cible aussi la logistique russe, ce à quoi les M110 pourront aider. Defense Express apporte quelques précisions supplémentaires en notant que la brigade opère actuellement dans les secteurs de Kharkiv et de Kramatorsk, où les M110 sont probablement déjà engagés au combat. La seconde localité est très importante. Kramatorsk est l'une des 4 grandes villes qui composent la ceinture fortifiée de Donetsk, qui s'étend sur environ 50 km, soit 31 miles le long de l'autoroute H20 Konstantinivka-Sloviansk. Au nord de cette ceinture, cette ville doit résister le plus longtemps possible pour permettre à l'Ukraine de détruire les forces russes lorsqu'elles chercheront à réaliser l'objectif de Poutine, prendre Donetsk et donc arracher le Donbass à l'Ukraine. Kramatorsk était déjà un enfer pour les forces russes après que l'Ukraine a passé plus d'une décennie à renforcer ses défenses depuis la première agression russe en 2014. Maintenant que les M110 sont sur le terrain, tout rassemblement de troupes ou toute cible fortifiée liée à l'offensive russe pour prendre la ville devra faire face à une puissance de feu immense à laquelle ils ne sont pas préparés. Voici comment l'Ukraine utilise sans doute ses M110 actuellement. Mais elle possède 60 de ces obusiers et il semble peu probable que la 52e brigade d'artillerie les ait tous. D'autres attendent dans les coulisses et la polyvalence que le M110 apporte grâce à la variété de ses obus offre de nombreuses autres opportunités à l'Ukraine. Prenons les zones de destruction en Ukraine. S'étendant sur des kilomètres, infestées de drones et défenses, elles déciment déjà les forces de Poutine. United 24 Media explique bien pourquoi en montrant ce qu'abrite une zone de destruction typique dans un article visuel effrayant pour tout soldat russe. Chaque zone de destruction dispose de dispositifs anti-chars et anti-personnel pour éliminer toute tentative de passage.
Outre les drones qui patrouillent sans cesse dans le ciel, des mines, fossés anti-chars et dents de dragon bloquent les blindés russes. Les soldats tentant d'entrer à pied affrontent des kilomètres de barbelés, des drones et les tunnels bâtis par l'Ukraine pour faciliter les embuscades contre les Russes infiltrés. Quel rapport tout cela a-t-il avec les M110? Les zones de mise à mort en Ukraine portent bien leur nom, remplies de chair et de métal après les assauts russes sur tous les fronts. Leur objectif secondaire est aussi de rendre certaines zones inaccessibles aux forces terrestres russes. Au lieu de traverser, ces forces doivent contourner, d'où l'intervention de l'artillerie. En utilisant intelligemment ces zones de destruction, l'Ukraine peut diriger les soldats russes vers de vastes espaces ouverts sur des kilomètres de terrain entre leurs positions et les défenses qu'ils cherchent à attaquer. Cette canalisation mène à des embuscades. L'artillerie fait pleuvoir des obus tandis que des drones FPV volent autour, déchirant blindés et soldats sans retenue. Imaginez maintenant des M110 tirant des obus de près de 90 kg sur ces points d'embuscade. Aucune chance pour ce que la Russie envoie au sol. Voilà ce qui attend la Russie alors qu'elle lance son offensive de printemps contre l'Ukraine. Les zones létales, déjà mortelles, sont devenues plus dangereuses car l'Ukraine a récupéré du matériel ancien à rénover, la Russie envoyant surtout de la chair à canon et parfois des blindés pour percer les défenses ukrainiennes. Ces tactiques archaïques rendent le M110 non seulement viable, mais redoutable face à la lente offensive russe, devenue une proie idéale pour un tel prédateur. Un titan de la guerre froide renaît en Ukraine. Si la Russie utilise d'anciennes stratégies, l'Ukraine possède maintenant une arme pour contrer les tactiques de Poutine. L'Ukraine trouvera probablement de nouvelles façons de moderniser ses M110 désormais en sa possession. Le pays excelle dans la modernisation de l'équipement occidental, et il n'y a pas de meilleur exemple que ce que l'Ukraine a fait avec ses chars M1 Abrams. Vous voulez en savoir plus? Découvrez notre vidéo sur une amélioration si ingénieuse que les États-Unis la réclament. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à The Military Show pour découvrir nos reportages sur les armes utilisées par l'Ukraine contre la Russie. Merci de nous avoir suivis.